Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'affaire des poisons qui prend place sous le règne de Louis XIV. Il semble qu'il y ait dans certains temps des modes de crime comme d'habits. Du temps de la Voisin et de la Brinvilliers, ce n'était qu'empoisonneur, écrit Saint-Simon. En ce XVIIe siècle, Paris doit faire face à plusieurs morts suspectes de parlementaires, voire de princesses ou de secrétaires d'État, dans lesquels il est question de poudre de succession. Filtre d'amour et autres élixirs, l'affaire des poisons, histoire hors norme, verra plus de 400 accusés, dont de hauts personnages de la cour de Louis XIV. Portés devant une chambre spécialement créée par le roi Soleil, sous le fond de querelles politiques entre ministres. Mais de quoi est-il question exactement? Partons ensemble le découvrir. La psychose des empoisonnements fut l'une des grandes obsessions du règne de Louis XIV. Toute mort subite d'un personnage d'importance était attribuée au poison. Henriette d'Angleterre, belle-sœur du roi en 1670, le ministre Hugues de Lionne en 1671, Eugène Maurice de Savoie, comte de Soissons en 1673, Charles-Emmanuel II, duc de Savoie en 1675, etc. Il était impossible de faire la lumière sur ces décès, pour la bonne raison que la faculté de médecine ne savait pas déceler les substances toxiques dans un cadavre. En 1676, l'opinion se passionne pour le procès de la fameuse marquise de Brinvilliers, accusée d'avoir expédié dans l'autre monde, à doses répétées d'arsenic, son père et ses deux frères, et tenté sans succès d'en faire autant avec sa belle-sœur et sa fille, sous l'influence de son diabolique amant, le capitaine Gaudin de Sainte-Croix. Le 16 juillet, elle fut jugée et décapitée en place de Grève, et son corps brûlé. L'affaire des poisons, qui éclate 3 ans plus tard, fut la plus vaste affaire criminelle de ce genre de tous les temps. Elle englobait d'ailleurs des pratiques de sorcellerie beaucoup plus larges. En quelques mois, de 1679 à 1680, la façade étincelante et majestueuse du règne du grand roi donne l'impression de se craqueler, révélant l'envers sinistre du décor. Cela commence par l'arrestation de quelques diseuses de bonne aventure, Madeleine de Lagrange, la femme bosse, la vigoureuse, la Trianon et la plus célèbre, Catherine Monvoisin, dite la Voisin. Grâce à leurs aveux, des centaines de personnes se trouvent impliquées, des avorteuses, telles que la lèpre, des alchimistes, des faux monnayeurs, des prêtres dévoyés, comme les abbés Guibourg, Coton ou Davot. La plupart s'adonnaient à la magie blanche ou noire, avaient recours à des sortilèges et à des ventes de produits toxiques. Les coupables étaient principalement des gens d'origine modeste, domestiques, fripières, blanchisseuses, filles d'auberge, anciens soldats. Mais dans ce monde des empoisonneurs et empoisonneuses, on trouve aussi quelques gentilshommes déclassés. Quant à la clientèle, elle se recrute dans tous les milieux, particulièrement parmi l'aristocratie, qui fréquentait les logis des devins et des devineresses, où l'on se faisait tirer l'horoscope, scruter les lignes de la main. Des siècles de christianisme n'avaient pas entamé le paganisme et le monde des superstitions issues des temps les plus reculés dans lesquels se mêlaient les croyances les plus surprenantes. Des entremetteuses récitaient des neuvaines à un prétendu saint Rabon pour rendre bon un mari. Une devineresse comme la Voisin pratiquait des empoisonnements et des avortements en grand nombre. Elle prétend avoir brûlé dans son four ou enterré dans son jardin les restes de 2500 enfants. Avait-elle vraiment conscience de l'extraordinaire gravité de ces crimes? Cette pieuse parisienne de l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle s'y rendait régulièrement pour y réciter des neuvaines en vue de faire aboutir les vœux pour le moins peu catholiques de ses clientes. Elle fut d'ailleurs arrêtée à la sortie de la messe le 12 mars 1679. Au XVIIe siècle, on croyait autant au diable qu'à Dieu. On se représentait le monde comme l'enjeu d'un fantastique combat du malin et de ses créatures infernales contre Dieu et ses anges fidèles. Lorsque ceux-ci ne répondaient pas aux sollicitations, on ne craignait pas de frapper à la porte de ceux-là. On demandait aux prêtres, investis par nature d'une puissance magique, de brûler des fagots dans des intentions criminelles, de réciter la messe sur les objets les plus divers, effigies en cire, cordes de pendu, cartes à jouer, placenta, coiffe d'un enfant né coiffé. Plus grave encore étaient les cérémonies sataniques, comme les pactes avec le diable célébrés au milieu d'un cercle de chandelles,
ou les fameuses messes noires récitées à rebours avec des chandelles noires et des hosties de même couleur, car le prince des ténèbres était considéré comme la réplique négative de Dieu. Elles étaient célébrées de nuit, en secret et à la sauvette, dans des caves ou des ruines isolées par des prêtres apostats, sur le corps dénudé d'une femme, avec parfois le sacrifice rituel de nouveau-nés. Les devins et charlatans utilisaient des charmes, des talismans, des miroirs magiques. Pour hâter le destin, ils transperçaient d'aiguilles une figurine, censée représenter l'ennemi du quémandeur, vendaient des poudres d'amour, mais aussi ce que l'on a appelé des poudres de succession. La cour de Saint-Germain touchait aussi la cour des miracles. On estime à 400 le nombre de ces officines criminelles dans Paris, installées dans des zones excentrées proches des remparts. La voisin habitait ainsi le quartier nouveau de la Villeneuve sur Gravois, non loin du faubourg Saint-Denis. Ce quartier populaire, garni de petites maisons basses, était isolé au milieu de grands jardins et de terrains vagues. Les femmes de la haute société s'y rendaient à pied, le visage masqué, laissant domestiques, carrosses ou chaises à porteurs à distance. Des rendez-vous étaient également pris dans de discrètes églises. Le lieutenant général de la police, Gabriel Nicolas de la Reynie, s'aperçut avec effroi de la société française était largement infestée de ces sortes de crimes. Naturellement, il en avait averti le roi, afin de traiter ses procès sans publicité excessive, celui-ci se garde de confier l'affaire au Parlement de Paris comme il l'avait fait pour la marquise de Brinvilliers. Le 7 avril 1679, il crée une juridiction extraordinaire, la chambre de l'Arsenal, présidée par un intègre magistrat, Louis Boucherat, comte de Campan, et composée de magistrats dévoués et triés sur le volet. Cette chambre fut bientôt surnommée la Chambre ardente, en souvenir de ces juridictions médiévales qui délibéraient dans une salle tendue de noir, éclairée de torches et de flambeaux. Le magistrat instructeur désigné fut le lieutenant général de police en personne, la Reynie. Au cours des interrogatoires, les plus grands noms de la noblesse française furent cités. Olympe Mancini, comtesse de Soissons, la princesse Tigris, les duchesses d'Angoulême, de Bouillon, de Vitry, de Vivonne, le maréchal-duc de Luxembourg, les ducs de Vendôme, de Brissac, la marquise d'Alouis, les marquis de Cessac, de Feuquières, de Termes, la comtesse de Rouire, les vicomtesses de Polignac. Certains furent arrêtés, soumis à des rigoureux interrogatoires, comme le maréchal de Luxembourg, la princesse de Tigris, ou Marie-Anne Mancini, duchesse de Bouillon. Il fut même question à un moment d'incarcérer le poète Jean Racine, soupçonné d'avoir supprimé sa maîtresse, la comédienne Mademoiselle du Parc. Bien entendu, les accusations n'étaient pas toujours fondées, car les inculpés, détenus au château de Vincennes ou à la Bastille, étaient intérêts à charger au maximum les gens de haut rang. On a supposé non sans raison que malgré l'épaisseur des murs de leur cachot, ils avaient réussi à se concerter. Durant les 3 années de son existence, la Chambre ardente tient 210 séances, prononce 319 décrets d'arrestation, obtient l'incarcération de 194 personnes, 104 jugements, 36 condamnations à mort, 4 condamnations aux galères, 34 bannissements ou amendes et 30 acquittements. Tous les prisonniers ne furent pas jugés, car devant l'ampleur des révélations concernant la favorite, Madame de Montespan, Louis XIV doit suspendre le déroulement des instances. Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan, fut accusée par plusieurs prisonniers de la Chambre ardente. La fille de la voisin, l'abbé Guibourg, le magicien Le Sage, ainsi qu'une sorcière nommée la Philastre, d'avoir fréquenté durant des années Devin et Devineresse afin d'obtenir des poudres aphrodisiaques destinées au roi, d'avoir commandité au moins 3 messes noires en 1667, 1675, 1676, au cours desquelles des nourrissons auraient été sacrifiés. Enfin, dans une crise de dépit amoureux, d'avoir voulu empoisonner le roi et sa nouvelle maîtresse, la jeune et jolie Marie-Angélique de Fontanges. Il est difficile de disculper totalement la favorite. 13 ans auparavant, en 1667, il est établi qu'elle était en relation avec le monde trouble des devineresses et des empoisonneurs. Elle consultait déjà la voisin et ses 2 acolytes, le sage et l'abbé Mariette, avec lesquels elle participait à des cérémonies magiques destinées à évincer la favorite du moment, Mademoiselle de la Vallière.
On le sait, grâce aux minutes d'un procès datant de 1668, époque où elle n'était encore qu'une simple dame de la cour. Les accusés, notamment le sage, inquiétant magicien normand établi à Paris, n'avaient aucune raison à ce moment-là de mentir. Au cours de ces réunions sacrilèges, les devins et autres charlatans lisaient des passages de l'Évangile sur la tête des solliciteuses, enterraient des cœurs de pigeons pour ravir celui du roi et récitaient des formules calibastiques. Enfin, afin de conserver les faveurs du roi, la marquise avait fait absorber à Louis XIV des aphrodisiaques, notamment des poudres de mouche, catharides. Dans les années 1675-1676, celui-ci eut d'ailleurs des nausées que l'on peut attribuer à ces excitants qui, administrés à plus forte dose, étaient de violents poisons. Avait-elle participé à des messes noires? Elle fut accusée par nombre de personnes, notamment l'abbé Guibourg, l'un des prêtres sataniques, mais nous n'avons pas de preuve absolue de sa culpabilité. Les arguments développés par le ministre Jean-Baptiste Colbert dans un mémoire adressé au roi jouent en sa faveur. Son innocence dans la double tentative d'empoisonnement contre le roi et la nouvelle favorite peut être aisément prouvée par une simple analyse chronologique des événements. Mademoiselle de Fontanges devint la maîtresse du roi dans le courant de décembre 1678, mais la nouvelle ne fut pas immédiatement connue. À l'époque où les empoisonneurs accusent Madame de Montespan de ses tentatives de forfait, celle-ci ignorait encore cette situation. L'innocence de la marquise sur ces deux chefs d'accusation ne permettent pas pour autant d'en conclure à l'inexistence de la double tentative d'empoisonnement du roi et de Mademoiselle de Fontanges. Un nom revient constamment dans les aveux des prisonniers, celui de Claude Devin, demoiselle de Heuillet, dame de compagnie de la marquise qui fut un temps la maîtresse de Louis XIV. Il semble que cette femme ait cherché à supplanter la marquise de Montespan. Marie-Angélique de Fontanges meurt à 20 ans en 1681, probablement des suites d'un accouchement très difficile. Le roi qui avait redouté l'éventualité d'un empoisonnement exige une autopsie, mais rien dans les résultats ne corrobore cette thèse. En 1988, son décès est attribué à une tumeur maligne développée à partir d'un kyste du placenta. Elle avait eu du roi un petit garçon mort peu après sa naissance, et elle ne s'était pas remise de ses couches. Pourtant, il y eut bien une mystérieuse tentative d'empoisonnement en 1679 contre le roi et Mademoiselle de Fontanges, organisée probablement à l'instigation de la demoiselle des œillets. La voisin avait été chargée de présenter au roi une requête écrite, empoisonnée, tandis que deux complices devaient apporter des étoffes infectées à la jeune femme. Tentative avortée puisque la voisin ne réussit pas à rencontrer le roi et sa jeune maîtresse ne reçut pas les étoffes. Louis XIV, horrifié par les révélations des empoisonneurs, avait d'abord voulu faire la lumière sur cette affaire. Mais devant les attaques lancées contre Madame de Montespan, il recule et cherche à étouffer le scandale. Plusieurs dizaines de coupables furent expédiés sous haute surveillance dans des citadelles de province. Belle-Île-en-Mer, Besançon, Salins, Sals, Villefranche de Conflans. Ils meurent plusieurs années après dans d'affreuses conditions enchaînés à la muraille de leur cachot. Le ministre Louvois, qui avait la tutelle de ces citadelles, avait donné aux geôliers de rigoureuses instructions afin d'empêcher que l'on entende les sottises qu'ils pourraient crier tout haut, leur étant souvent arrivé d'en dire touchant Madame de Montespan, qui sont sans fondement. En 1709, à la mort de la Régnie, le roi fit brûler les dossiers contenant les faits particuliers concernant sa maîtresse. Heureusement, le lieutenant général de police les avait résumés au préalable, conservés à la Bibliothèque nationale de France. Ceux-ci permettent aujourd'hui de voir un peu plus clair dans ce procès de grande envergure, devenu non seulement une affaire d'État, mais aussi le secret du roi. Comme on l'a vu, à la fin du XVIIe siècle, une véritable folie meurtrière s'empare du royaume de France. Des dizaines de personnes sont empoisonnées, parmi lesquelles les plus importantes personnalités de France. Au centre de ce dossier, la marquise Madame Madeleine de Brinvilliers, avec l'aide de son amant Jean-Baptiste Gaudin. Elle empoisonne son père et ses frères pour se venger. Mais Gaudin trahit la marquise et menace de la faire chanter et de dévoiler son crime. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien.
Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.